L'architecture secrète de la mendicité amoureuse. Comment arrêter de construire votre propre prison? Bonjour explorateurs de l'esprit, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'un des sentiments les plus universels et les plus douloureux qui existent, le besoin de mendier de l'amour. Et non, nous n'allons pas le faire depuis un lieu de culpabilité ou de honte. Nous allons entreprendre un voyage profond, presque archéologique, pour comprendre l'architecture derrière ce comportement. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, non seulement vous verrez ce sujet sous un tout nouvel angle, mais vous aurez également les outils pour commencer à construire vos relations sur des fondations beaucoup plus solides. Commençons par ce que tout le monde reconnaît. La surface la plus visible de cette architecture est la recherche constante de réaffirmation. C'est cette question qui est parfois prononcée et parfois criée en silence. Tu m'aimes toujours? Tu es sûr? Ai-je fait quelque chose de mal? C'est le besoin que l'autre personne vous confirme votre place dans sa vie, encore et encore. Une autre brique de cette façade est lorsque nous commençons à changer qui nous sommes pour nous adapter au monde d'une autre personne. Un exemple, faire semblant d'adorer les films d'horreur ou un genre de musique que vous ne supportez pas en réalité, juste parce que cette personne en est passionnée. Ce n'est pas pour partager, c'est par peur qu'une différence, aussi minime soit-elle, puisse être un motif d'abandon. Et ce n'est pas nouveau. Pensez-y comme une histoire. Pendant des milliers d'années, les humains ont vécu en tribu. Être accepté dans le groupe n'était pas une option, c'était une question de vie ou de mort. Si vous étiez expulsé, vos chances de survivre seul dans la nature étaient presque nulles. Cette peur primitive, cette terreur d'être banni du clan, continue de vivre dans notre cerveau et est l'écho ancestral que nous entendons lorsque nous sentons que nous devons supplier pour de l'affection. Mais tout cela, la recherche d'approbation, changer pour plaire, la peur du rejet, n'est que la pointe de l'iceberg. Ce sont les murs que nous voyons. Mais si c'est ce que nous voyons, quel moteur secret, quelle fondation invisible anime tout cela en dessous? Allons creuser. Voici la première grande révélation. Une grande partie de cette architecture est conçue dans notre enfance. On l'appelle la théorie de l'attachement. Pensez-y comme le plan initial ou le blueprint que nous apprenons sur le fonctionnement des relations. Si, dans nos premières années, nous avons appris que l'amour était imprévisible ou que nous devions le mériter, il est très probable qu'à l'âge adulte, nous continuions à construire nos relations sur ce plan défectueux, créant ce que les psychologues appellent un attachement anxieux. Et savoir cela a un double pouvoir. D'une part, c'est une opportunité. Si vous reconnaissez ce schéma en vous, vous pouvez commencer à travailler pour le guérir, pour redessiner vos propres plans. Mais d'autre part, c'est un outil pour détecter les risques, ce que beaucoup appellent des red flags. Si vous êtes avec quelqu'un qui a constamment besoin que vous, sauviez de sa propre insécurité et ne fait rien pour changer cela, ce schéma peut mener à une dynamique épuisante de codépendance, où une personne demande toujours et l'autre donne toujours, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il y a une règle invisible qui gouverne bon nombre de nos interactions, la règle de la réciprocité. Notre cerveau est programmé pour sentir que si quelqu'un nous donne quelque chose, nous lui devons quelque chose en retour. Dans l'architecture de la mendicité amoureuse, cela devient dangereux. Quelqu'un vous donne une miette d'attention, un like à 3 heures du matin, et vous vous sentez obligé de lui rendre un festin de votre temps, de votre énergie et de votre paix mentale. Vous vous sentez redevable pour le minimum. Et c'est ici qu'entre en jeu un défaut de fabrication de notre cerveau, le biais de confirmation. En gros, notre cerveau est paresseux et préfère chercher des preuves de ce qu'il croit déjà. Si au fond de vous, vous avez peur d'être abandonné, votre cerveau deviendra un détective qui ne cherche que des indices confirmant cette théorie, ignorant toutes les preuves d'affection et de sécurité. La stratégie pour y remédier? Activement, vous devez devenir un détective du positif. Tenez un journal mental ou même écrit des choses positives. Aujourd'hui, elle m'a fait un câlin sans que je le demande. Aujourd'hui, elle m'a vraiment écouté. Vous forcez votre cerveau à voir le film en entier, pas seulement les scènes d'horreur qu'il choisit. Même l'histoire a apporté sa contribution. Pensons à l'amour courtoise du Moyen-Âge. L'idée du chevalier qui souffrait et accomplissait des exploits impossibles pour une dame inaccessible. Pendant des siècles, on nous a vendu une version romantique de l'amour, comme une lutte désespérée et un désir douloureux. La morale pratique pour aujourd'hui est que nous devons désapprendre activement l'idée que l'amour, pour être réel, doit faire souffrir ou ressembler à une conquête impossible. Si nous ne pouvons tirer qu'une seule conclusion de tout cela, que la règle d'or pour votre vie soit celle-ci, votre valeur en tant que personne n'est pas négociable. Ce n'est pas quelque chose qui monte ou descend selon l'attention que vous recevez. Elle est inhérente. Si vous avez l'impression de devoir passer une audition constante pour prouver que vous méritez l'amour, vous n'êtes pas dans une relation, vous êtes à un casting. Et vous êtes le personnage principal, pas un figurant. Comprendre ces mécanismes nous donne du pouvoir. Cela nous donne une carte. Mais si vous pensiez que nous avions déjà tout compris, préparez-vous, car ici l'histoire tourne au véritable chaos.
La vie réelle suit rarement les plans à la perfection. Et c'est ici que commence la première grande controverse, ce que l'on appelle l'amour dur ou tough love. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce destructeur? Un camp dit que c'est nécessaire pour forger le caractère et faire réagir les gens. L'autre camp soutient que pour quelqu'un qui a des blessures d'abandon, c'est simplement remettre du sel sur la plaie. Ce qui est en jeu ici est fondamental. Comment aidons-nous vraiment quelqu'un à guérir? Avec une poussée ou avec un câlin? Maintenant, nous allons démonter un mythe qui nous a fait beaucoup de mal, l'idée de l'âme sœur ou la moitié. La croyance qu'il existe une personne parfaite dans le monde qui viendra nous compléter. Pourquoi aimons-nous croire cela? Parce que c'est une fantaisie très confortable. Cela allège le poids de l'énorme responsabilité que nous avons de travailler sur nous-mêmes, de devenir une personne entière par nos propres moyens. Et cela nous mène à un paradoxe, un dilemme quasi philosophique sans solution facile. Plus vous cherchez et avez désespérément besoin d'amour, plus vous éloignez la possibilité de trouver une connexion saine. L'énergie même du besoin fait peur, submerge. C'est comme essayer d'attraper de l'eau avec le poing fermé. Le désespoir lui-même vous empêche de recevoir ce que vous désirez tant. Et ici, je vais me montrer un peu critique. Pensons à l'immense pression sociale pour être en couple. Notre culture traite souvent le célibat comme un état d'échec ou d'attente. Et cette pression est le carburant direct qui alimente la chaudière du désespoir, poussant les gens à s'accrocher à n'importe quoi, juste pour ne pas se sentir celui ou celle qui est resté seul. Même la façon dont nous parlons de ces problèmes a changé. Avant, la codépendance était vue comme un échec moral, presque une faiblesse de caractère d'une personne. Aujourd'hui, le débat a évolué. Nous la comprenons davantage comme une dynamique, une danse entre deux personnes qui a souvent ses racines dans des systèmes familiaux et des attentes sociales. Nous sommes passés de la recherche de coupables à la recherche de compréhension. Au final, mendier de l'amour touche l'une des fibres les plus profondes de la condition humaine, la solitude existentielle. Le fait qu'en dernière analyse, nous sommes seuls au sein de notre propre conscience. Et cette supplique pour de l'affection est une tentative, parfois chaotique et déchirée, de construire un pont sur cet abîme insondable qui nous sépare des autres. Vous avez survécu au chaos. Vous avez vu comment la réalité complique toute théorie. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des véritables connaisseurs. Allons à la salle des machines. Il y a un concept que vous ne trouverez pas en une recherche rapide et qui est clé ici, la limérance. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas un simple coup de foudre. La limérance est un état mental involontaire, obsessionnel et dévorant, centré sur une autre personne. Beaucoup de gens qui croient être follement amoureux et qui, pour cette raison, mendiennent de l'attention, sont en réalité piégés dans les griffes de la limérance. Pour comprendre ce qui se passe dans votre cerveau, utilisons une analogie. Mendier de l'amour, c'est vivre dans un casino de dopamine. La dopamine est le neurotransmetteur de la recherche, de l'anticipation. C'est ce qui vous pousse à tirer le levier d'une machine à sous encore et encore. Un message, une miette d'attention, est une petite récompense qui vous garde accroché. L'amour sain, en revanche, fonctionne davantage avec l'ocytocine, qui est comme une couverture chaude. C'est le neurotransmetteur du lien, du calme et de la sécurité. L'un est un shot imprévisible, l'autre est un foyer. Et nous devons parler d'un héros secret dans cette histoire, John Bowlby. Souvent, son nom est éclipsé par d'autres plus célèbres, mais c'est lui, le père de la théorie de l'attachement, qui, en observant des enfants dans des orphelinats et des hôpitaux, nous a donné le langage et la science pour comprendre ce besoin fondamental. Son travail a été révolutionnaire car il nous a démontré que le besoin de connexion est aussi vital que la nourriture ou un abri. Maintenant, une théorie alternative, presque rebelle, qui prend de l'ampleur. On l'appelle la dysphorie sensible au rejet, ou DSR pour ses initiales en français, RSD en anglais. Elle avait été beaucoup observée chez les personnes atteintes de TDAH. Ce n'est pas être très sensible. C'est une réponse de douleur physique et émotionnelle extrême face à la perception de rejet, qu'elle soit réelle ou imaginée. De ce point de vue, mendier de l'amour n'est pas seulement une mauvaise habitude psychologique, c'est une tentative désespérée d'éviter une douleur qui semble insupportable. Et voici une donnée scientifique qui va à l'encontre de notre intuition. Des études de chercheuses comme Kristen Neff sur l'autocompassion démontrent qu'après une erreur ou un rejet dans une relation, être bienveillant et compréhensif envers soi-même est beaucoup plus efficace pour construire la résilience que de faire le dur ou de se critiquer. Notre intuition nous crie « ne sois pas faible ». La science nous murmure « sois bienveillant envers toi-même ». Et maintenant, le moment Eureka, connectons les points. Imaginez un moteur à 3 pièces. L'attachement anxieux de l'enfance crée la peur fondamentale. Le biais de confirmation agit comme un radar qui ne cherche que des preuves de cette peur. Et la limérance concentre toute cette énergie obsessionnelle sur une seule personne en faisant la seule source possible de salut ou de destruction. Ces 3 pièces forment une boucle qui s'auto-alimente. C'est la véritable machine au cœur de l'architecture de la mendicité amoureuse.
Nous avons vu le moteur, les plans et les matériaux. Nous avons atteint la limite de ce qui est connu avec certitude. Osez-vous regarder vers la dernière frontière, celle de la spéculation et des grandes questions. Imaginons l'avenir, d'ici 100 ans. Aurons-nous des intelligences artificielles thérapeutiques qui nous offriront un amour parfait et inconditionnel, aidant les personnes à guérir leur schéma d'attachement avant d'entrer dans des relations humaines? Ou cela créerait-il une nouvelle et étrange forme de dépendance, une addiction à une affection synthétique et parfaite? Et c'est ici que la science se heurte à un mur et que la philosophie doit prendre le relais. La neuroscience peut nous expliquer le comment fonctionne l'amour, les produits chimiques, les circuits, mais pourra-t-elle jamais nous expliquer le pourquoi? Pourquoi désirons-nous si profondément fusionner avec une autre conscience, même en connaissant l'immense douleur que cela peut nous causer? Cela nous mène à une implication philosophique vertigineuse. Si notre besoin d'amour est, au fond, un programme biologique pour assurer la survie de l'espèce, l'amour véritable existe-t-il vraiment comme quelque chose de transcendant? Ou est-ce peut-être l'illusion la plus belle et la plus complexe que l'évolution ait créée pour que nous prenions soin les uns des autres et que nous nous reproduisions? Qu'est-ce que cela signifie pour le sens que nous trouvons dans nos liens les plus sacrés? Allons plus loin. Comprendre l'architecture de la mendicité amoureuse au niveau individuel pourrait être clé pour l'avenir de l'humanité. Les mêmes mécanismes qui nous poussent à chercher désespérément l'approbation d'un partenaire sont ceux qui nous poussent à chercher l'approbation de notre tribu, de notre groupe politique ou national. Guérir nos blessures d'attachement individuel pourrait être la première étape pour guérir le tribalisme et la polarisation qui nous divisent en tant qu'espèce. Et voici l'idée la plus provocatrice de toutes. Peut-être que le but final n'est pas d'arrêter d'avoir besoin d'amour. Peut-être que le but est d'apprendre à le générer de l'intérieur, devenir une étoile qui émet sa propre lumière, au lieu d'une planète qui vit en attendant de pouvoir refléter la lumière d'une autre. Le voyage dans le terrier du lapin est terminé. Nous sommes allés d'un simple sentiment aux questions les plus profondes de notre existence. Maintenant, pour un instant, contemplons le tableau complet. Rappelez-vous où nous avons commencé. Au début de la vidéo, nous avons parlé de ce sentiment si familier et douloureux, celui de regarder le téléphone encore et encore, en attendant une réponse qui nous valide, qui nous dise que nous existons pour quelqu'un. Nous avons commencé là, avec un téléphone à la main, et nous avons terminé ici en questionnant la nature de la conscience, l'avenir de l'intelligence artificielle et le but de l'humanité. Nous avons découvert que mendier de l'amour n'est pas un défaut de caractère. C'est une pièce d'architecture humaine incroyablement complexe, construite avec les briques de l'évolution, les plans de notre enfance et le ciment de la chimie cérébrale. C'est une partie de ce que nous sommes. Alors maintenant, je vous pose la question, personnellement. De tout ce voyage, quelle idée, quel concept, quelle révélation vous a le plus marqué ou vous a fait voir vos propres expériences d'une manière complètement différente? Merci pour votre temps et votre attention, vraiment. Je sais que ce n'est pas un sujet facile et j'apprécie énormément que vous m'ayez accompagné. J'adorerais de tout cœur lire vos réflexions et vos histoires dans les commentaires. Si ces immersions profondes dans les mystères de l'esprit et de l'expérience humaine vous fascinent, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer le prochain voyage que nous ferons ensemble. Continuez à questionner, continuez à explorer, car comprendre l'univers qui nous entoure commence par l'incroyable univers que nous portons en nous. Et si la seule personne dont l'approbation vous avez réellement besoin vous la donne déjà?